Média Cernéa, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Bio Glockner pour nous parler de la marée noire de la pornographie. D'abord, cher ami, pourriez-vous très rapidement vous présenter vos centres d'intérêt, vos publications, pour que nos auditeurs puissent voir un peu vos différentes facettes? Très bien. Eh bien d'abord, je vous salue, chers frères, et je suis très heureux de participer à cette émission. Je salue également les auditeurs qui vont avoir à écouter des choses difficiles sur un sujet très compliqué. Et alors, en quelques mots, j'ai une activité, si vous voulez, qui est à la fois professionnelle et associative et politique, entre guillemets. Sur mon activité associative et politique, qui est plutôt ce qui nous intéresse aujourd'hui, depuis déjà une quinzaine d'années, j'ai assuré la présidence de plusieurs structures, dont la Fondation de services politiques, qui essaye d'agir sur le bien commun, et aujourd'hui de l'association Stop au porno, qui agit contre la pornographie. Et nous agissons, si vous voulez, un petit peu tous azimuts, c'est-à-dire qu'effectivement, je publie beaucoup, j'ai écrit un peu une dizaine d'ouvrages, dont d'ailleurs un ouvrage sous forme de roman sur la pornographie, pour étayer, si je puis dire, tout ce que nous faisons. Et nous travaillons avec la classe politique pour essayer de la bousculer et de lui faire prendre des bonnes mesures. Soyons clairs, depuis 10-15 ans, nous avons beaucoup de mal, beaucoup de mal sur ce registre-là. Je fais beaucoup de conférences ou bien à Paris ou bien en province, voire même à l'étranger. Par exemple, j'ai en début du mois d'octobre, j'ai 4 conférences à la suite, 4 jours de suite, 2 à Genève et 2 à Lausanne, sur la pornographie, pour essayer de réveiller les consciences. Nous agissons également sur le plan juridique. Nous attaquons en justice actuellement un peu tous azimuts sur la pornographie, quand des acteurs pornographiques dépassent complètement la mesure, piétinent le code pénal qui prévoit tout de même un certain nombre de choses sur la pornographie, etc., etc. Donc, si vous voulez, ce que nous essayons, pour résumer un petit peu, c'est grosso modo de faire feu de tout bois. Voyez-vous, on ne se contente pas de travailler sur un seul registre en disant, ben ouais, on est des gens qui faisons des conférences ou nous sommes des gens qui écrivons. Non, on essaie vraiment d'avoir une palette complète d'actions, notamment sur le registre de la pornographie, qui est un drame épouvantable. Alors c'est un travail, je pourrais dire, titanesque. On a l'impression d'être face au tonneau des Danaïdes. On arrête... Oui, alors là vous soulignez d'emblée le point fondamental de notre action. Effectivement, et c'est parfois un peu décourageant, mais Dieu merci, avec la grâce du ciel, nous tenons le choc, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est la lutte du tout petit pot de terre contre le gigantesque pot de fer. On a l'impression d'être absolument écrasé par cette espèce de vague pornographique ou d'ailleurs sur tout autre sujet, alors, nous écrase, c'est ça. Alors, justement, essayons de voir un petit peu les étapes de cette marée. Oui. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, il y avait des romans libertins, même des gravures, mais ça touchait un cercle très restreint. Exactement. De plus, il y avait la censure. Alors exactement, si vous voulez, vous soulignez un point très important, et d'ailleurs c'est très intéressant que nous commencions par ce point-là, je trouve, parce que ça pose vraiment le sujet. Aujourd'hui, si vous faites un micro-trottoir dans la rue, et que vous dites aux gens, alors pour vous la pornographie c'est quoi? Ils vous diront, c'est les jeunes et c'est Internet. Oui. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui remonte à très loin, mais qui n'avait pas les moyens de se développer. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut rappeler qu'autrefois, il y avait ce qu'on appelait la police des mœurs, ou plutôt, non, ça serait dans le monde islamique, la mondaine, qui veillait à réprimer la diffusion de revues pornographiques, au moins jusqu'au septennat de M. Giscard d'Estaing, qui a libéralisé, c'était son grand... oui, la démocratie libérale avancée, on a vu ce que ça donnait. Absolument. Alors, il faut reconnaître aussi que, si vous voulez,
après le démarrage de la Révolution, où le libertarisme a commencé immédiatement à se mettre en route, puisque la Révolution a été très libertaire en fait au départ. Donc les révolutionnaires s'appuyaient sur notamment les philosophes du XVIIIe siècle pour justifier le fait que la liberté de l'homme passait par sa jouissance, sa possibilité de décider ce qu'il voulait, quand il voulait, etc. Et tout ça a été prolongé au XIXe siècle par cette école qu'on a appelée les scientistes, qui ont essayer de démontrer que finalement le corps humain, c'était une simple machine et qu'on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait avec le corps humain. Donc il y a eu toute une série de pseudo-philosophes ou de pseudo-scientifiques qui ont mis beaucoup de petites graines sur le chemin du libertarisme. Et puis le XXe siècle a prolongé ce courant par notamment la psychanalyse, la psychologie, la psychologie. Freud, Reich. Voilà, exactement. Et on est arrivé très naturellement à la génération mai 68, si vous voulez, qui avait été abreuvée de toutes ces littératures remontant effectivement assez loin et qui s'est engouffrée dans la brèche avec une chance pour elle extraordinaire, c'est d'avoir effectivement le président suivant, c'est-à-dire Giscard d'Estaing. Alors justement, j'aurais envie d'évoquer, je pense, une date importante ou un fait important. Un fameux docteur qui s'amusait à distribuer des tracts à la sortie des lycées. Oui. Je pense que ça vous dit quelque chose. Bien sûr. Bien sûr. Alors attendez, vous parlez de celui qui luttait ou celui qui invitait les lycéens à pratiquer toutes les formes inimaginables de plaisir. C'est ça. Voilà. Alors d'ailleurs, cette action, ce genre d'action qui s'est multipliée il y a une cinquantaine d'années. C'est le docteur Carpentier. Exactement, absolument. Mais à l'époque, c'était réprimé. À l'époque, c'était réprimé, mais c'était même considéré comme incitation à la débauche. Comme incitation à la débauche. Mais alors, j'inviterai éventuellement les parents qui nous écoutent à regarder les livres périscolaires. Oui. Ils seraient effrayés. Ah ben alors là, c'est si vous voulez le prolongement de cette distribution de documents à la sortie des collèges et des lycées, voire même d'ailleurs du primaire. C'est prolongé en fait par une prise en main de l'éducation nationale qui a décidé de le faire elle-même. Parce que j'ai été très étonné cet été, j'ai eu des discussions absolument incroyables avec des gens qui étaient persuadés que l'éducation nationale ne faisait strictement rien de pervers. Or, je leur ai dit, mais attendez, si Stop au porno, l'association que je préside, a un procès actuellement contre l'éducation nationale, c'est qu'il y a une raison quand même. On ne va pas aller en justice, payer des avocats pour rien. Ce que produit l'éducation nationale depuis, on peut dire une trentaine d'années maintenant, est absolument révoltant, révulsant. Il y a un petit bouquin, j'en citerai qu'un, qui s'appelle On s'exprime. C'est un petit bouquin rouge qu'on peut mettre dans sa poche, si vous voulez, qui est très pratique, très commode, qui est une véritable horreur. C'est promu par l'éducation nationale dans les collèges et les lycées. Vous lisez ce petit bouquin, c'est de la haute pornographie et vous avez envie de vomir. Alors, je ne ferai pas la promotion de différentes maisons d'édition qui sont plus ou moins partenaires avec l'éducation dite nationale, mais si on regarde les livres proposés dans les bibliothèques scolaires, on est effrayé. On est effrayé. Et c'est tout récent. Alors quand on pense la génération de leurs parents, ils ont dû avoir une bibliothèque scolaire, les romans, enfin plutôt les contes et légendes de différents pays, édition Nathan, qui donnaient une certaine culture aux gamins. Aujourd'hui, la plupart des romans sont soit des couples, enfin plutôt des pères hommes, femmes, on promeut les familles recomposées. Donc l'objectif est bien d'arriver à quoi? À détruire notre société. Voilà, parce que le projet depuis le XVIIIe siècle, c'était exactement ça. C'était détruire les racines chrétiennes de la société par un dévergondage sexuel qui était le meilleur moyen de tout réduire en poussière.
Et ça, c'est remarquablement habile. Je reconnais que c'est très habile. D'ailleurs, comme toujours, la France, phare de l'humanité, parce que nous savons que nous sommes le phare de l'humanité, en ce moment surtout pour le mal d'ailleurs, la France a été très suivie sur ce genre de sujet. Je voudrais citer un seul exemple, c'est le fameux exemple de Lénine. Au moment de la révolution Justement, j'y pensais. Voilà. Au temps de la révolution bolchevique, tout était permis. Tout était permis. En fait, Lénine s'est basé sur les travaux, les pseudo-travaux philosophico-scientifiques des Français du XVIIIe et du XIXe siècle. Et il a compris que c'était très bien la collectivisation des biens de production, mais le moyen le plus rapide pour détruire immédiatement la société russe chrétienne, la société orthodoxe, c'était de développer le dévergondage sexuel, le débridage le plus absolu, ce qui a été fait au point que, au bout de grosso modo une année, c'est devenu catastrophique. Les jeunes ne pensaient plus qu'à ça. Tant et si bien qu'il y a eu un retour en arrière. Eh bien, Lénine a vu que la révolution pouvait être remise en cause à cause de ça. Et donc, il a été obligé, entre guillemets, il a légiféré de façon très restrictive, en allant même jusqu'à des peines de mort dans certaines circonstances. Donc, il a fait un retour en arrière absolument incroyable, parce qu'il a compris que ça allait, ce qu'ils avaient décidé allait emporter et la société russe chrétienne, mais aussi, probablement, la révolution bolchevique. En développant une jouissance qui faisait que les gens ne s'occupaient plus que de ça. Alors, est-ce que vous pourriez évoquer éventuellement que les enfants, en dehors des livres fournis par les écoles, sont abreuvés d'images pornographiques ne fût-ce que par leur portable? Oui, alors ça c'est le drame absolu, si vous voulez. Je dirais que c'est l'épouvantable cerise sur le gâteau de tout ce qu'on est en train de dire. C'est que les moyens de communication actuels, et notamment le portable ou d'ailleurs l'ordinateur, en gros met dans la poche de chaque personne humaine, des 7 milliards et demi d'individus que compte la planète, la possibilité de se pervertir immédiatement et instantanément. Dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais vu. On n'avait jamais vu une telle possibilité de pervertir l'homme instantanément avec l'outil dans sa propre poche ou dans son propre foyer ou dans sa chambre ou dans son salon. Donc c'est exactement ce que vous dites. C'est le mot, nous sommes abreuvés en fait de pornographie, et notamment les enfants qui eux n'ont évidemment aucun recul et à peu près aucune possibilité, notamment dans le contexte éducatif actuel, d'avoir du discernement, d'avoir la volonté d'eux, d'avoir la possibilité d'eux. En fait, ils sont complètement esclavagisés, mais totalement. Et on reçoit des témoignages, si vous voulez, chez Stop au porno, mais permanents, qui glacent littéralement le sang. Vous savez, quand vous avez un garçon de 16 ans qui vous envoie un mail en disant « Écoutez, comment voulez-vous que je fasse? Dans ma classe de 30 personnes, je suis le seul à m'opposer à la pornographie. Les 29 camarades ne parlent que de ça et ne regardent que ça toute la journée et le soir. » Eh oui. C'est absolument horrifiant. Honnêtement, c'est horrifiant. C'est une révolution mondiale inouïe que nous sommes en train de vivre dans l'indifférence apparente, complète de la société. Complète. Alors, cette marée noire touche essentiellement ce qu'on pourrait appeler le cerveau reptilien. Oui. Alors oui, ça touche le cerveau. Alors là vous ouvrez une chose qu'il faut absolument que les auditeurs comprennent, parce que ça, je m'aperçois notamment dans mes contacts, mes conférences, etc. Les gens n'imaginent pas que la pornographie détruit le cerveau. En fait, la pornographie, à la longue, détruit le cerveau. Ce n'est pas du tout moi qui le dis, ce sont les neurosciences. Les neurosciences sont là-dessus absolument catégoriques. Il y a un professeur qui est le professeur Bergevin qui... Justement, j'y pensais. Oui. Alors, on pourrait recommander à nos auditeurs le titre de son livre. Bien sûr. Alors c'est le professeur Bergevin qui a écrit un livre tout à fait extraordinaire. Alors qui est compliqué parce qu'en fait il est compliqué, qui est un livre de fond qui doit faire 500 pages, écrit petit, donc c'est quelque chose de remarquablement documenté parce que c'est un esprit extraordinaire, le professeur Bergevin. Et il explique. Alors son livre, je crois que le titre, pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire, c'est non, c'est
C'est ça. Ça avait été publié autrefois chez M. de Guibert. Chez Monsieur de Guibert, de toute façon, en tapant Monsieur Bergevin et édition de Guibert, on trouve son livre, il n'y a pas de problème, qui est un livre d'exception pour moi. Et Bien en sûr, fait, mais je le connais bien. vous le connaissez bien, bravo. Alors, ce qui avait... Les neurosciences démontrent Oui. que la dopamine que nous avons dans notre cerveau, qui est une substance fondamentale pour tous nos besoins primaires, sans dopamine, en fait, nous n'avons plus d'appétit, notre sexualité ne marche plus, etc. Bon, donc la dopamine, c'est très important, et c'est une substance, hein, c'est une substance chimique. Eh bien, la pornographie, en réalité, abîme en profondeur, à la longue, la dopamine, qui ne donne plus les résultats qu'elle devrait donner normalement pour tout être normalement constitué, et notamment empêche absolument la sexualité. Ou une sexualité normale. La sexualité normale. On aboutit... Normal d'ailleurs. On aboutit... Normal parce que à la longue, si vous voulez, quelqu'un qui s'abreuve par exemple de pornographie par Internet par exemple, au bout de quelques mois ou quelques années, sa sexualité est morte. Elle ne répond plus. Et c'est pour ça que... Donc il faut aller toujours plus loin. Il faut aller toujours plus loin. Sadomasochisme, des unions multiples ou tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on peut imaginer, absolument. On peut penser, mettons, à Gilles de Rais, mais c'est un cas exceptionnel. Oui, mais si vous voulez, alors c'est un cas exceptionnel bien sûr, mais Par contre, ce qui me paraît grave, que des jeunes qui sont imprimés en quelque sorte fascinés, parce que le démon fascine, par ces images. Imaginez par exemple qu'ils se convertissent, qu'ils deviennent chrétiens, qu'ils deviennent même prêtres, bon, qu'ils changent de vie. Un moment de dépression, c'est le moment idoine pour 7 ans pour les séduire. Et ils se rappellent de ce qu'ils ont fait. Et il ne faut pas oublier que l'homme est très fragile. Donc je pense que notre société est en danger grave. Oui, je suis tout à fait de votre avis. Et c'est effectivement exactement ça. On peut rajouter à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire il faut aller toujours plus loin dans l'horreur, si vous voulez, pour arriver à exciter un petit peu ses sens, entre guillemets, mais aussi ça rend très violent. C'est-à-dire que si vous voulez, l'excitation devient peu à peu violente, parce qu'à force de regarder des choses ignobles et de plus en plus violentes, eh bien en réalité on change complètement son cerveau, et l'individu devient réellement violent. Regardez les tournantes, les épouvantables tournantes dans les cités dont on parle tant, mais pour lesquelles on ne fait strictement rien, c'est d'une violence inouïe. Il y a eu un procès pour des gens de la banlieue sud, pour des immigrés, je crois, du côté d'Evry, enfin je ne sais plus quand c'était, il y a 6 mois. Et il fallait les écouter, c'était pendant le procès. En fait, toute la journée, ils s'abreuvaient de matériaux pornographiques, et le soir, dans les caves, ils faisaient des tournantes avec une violence inouïe, frappant les jeunes filles, les torturant quasiment, et le juge leur a dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faisiez ?» Et la réponse était incroyable. La réponse, très naturelle, on dit « Mais monsieur le juge, c'est ce qu'on voyait toute la journée, alors pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le faire puisqu'on le voyait toute la journée publiquement ?» C'est ça le drame, c'est que la société permet que publiquement on massacre les jeunes filles, mais elle interdit qu'on le fasse dans les caves. Mais la contradiction est tellement monstrueuse, on vit vraiment dans une société dramatique, où il n'y a plus aucun repère de la part du monde des adultes, de la justice, des médias, il n'y a plus de repère. Donc, c'est pas bien de faire des tournantes avec des jeunes filles et de les massacrer. Mais que vous regardiez ça sur le web, aucun problème mes amis. Non mais enfin, de qui se moque-t-on? Mais de qui se moque-t-on? Il faut voir que ces pornographes sont très puissants, ils disposent de la finance. Ah mais ils sont ultra puissants. Ils sont ultra puissants. On pense, si vous voulez, que c'est très très compliqué de définir le chiffre d'affaires mondial de la pornographie, parce que la pornographie est liée à la prostitution, la pornographie est liée à la drogue, donc évidemment tout se mélange un peu. Mais en tous les cas, le chiffre d'affaires global est très probablement sensiblement supérieur à 100 milliards de dollars par an.
Et il est compris, selon les analyses, entre 100 milliards et 700 milliards de dollars par an. Voilà le chiffre d'affaires probable, avec une fourchette immense, parce que comme je vous le disais, c'est de la pornographie. C'est un drame absolument monstrueux. C'est absolument effrayant. Et effectivement, lutter contre cette manne financière ahurissante. Vous savez que le plus grand site pornographique au monde, je ne le citerai pas, parce que ça, il ne faut pas faire de publicité sur ce site. Le plus grand site pornographique au monde compte 300 millions d'abonnés. 300 millions d'abonnés. Un seul site. 300 millions d'abonnés payants. Donc on voit bien la manne financière. Et les 4 principaux sites, les 4 plus grands sites pornographiques au monde, le disent eux-mêmes, donc c'est pas moi qui invente le chiffre, ils le disent eux-mêmes, ils diffusent chaque année, enfin sont vus par donc les hommes et les femmes et les enfants, sont vus 400 milliards de vidéos pornographiques par an. 400 milliards de vidéos pornographiques par an. Et je ne parle que de 4 sites. Et à Internet, il faudrait rajouter quoi? Parce que vous disiez tout à l'heure, toute la perversion de l'éducation nationale par les petits bouquins, la littérature pornographique qui a un succès phénoménal en ce moment, les films pornographiques, les images pornographiques. Enfin, les cinémas porno sont moins fréquentés aujourd'hui grâce aux DVD. Voilà, absolument. Là, les cinémas sont moins fréquentés, mais vous faites votre cinéma chez vous, dans votre Voilà, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et donc on voit bien que la pornographie, si vous voulez, c'est véritablement, alors sans compter dans toute la pornographie diffusée de façon extrêmement vicieuse et glauque par tous les grands médias officiels, si vous voulez. Quand on voit ce que fait le Figaro, je suis désolé pour le Figaro, mais les suppléments du Figaro, par moments, sont hautement pornographiques. C'est honteux. Je ne comprends pas qu'un journal qui se dit conservateur ose... Moi, je découpe les articles, hein, je les ai dans mon dossier, mais c'est absolument effrayant. C'est effrayant. C'est une machine à pervertir le lecteur. Et ce sont des journaux qui sont lus en famille. Si vous voulez qu'on laisse traîner sur la table du salon, il n'y a aucun problème. Mais de qui se moque-t-on? Non, mais je crois qu'on est dans un monde absolument fou. Je crois vraiment, sur ce sujet-là, totalement fou. Et c'est pour ça que je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, la lutte est absolument terrifiante, parce que, voilà, on a nos tout petits bras pour essayer d'arrêter la vague et ce tsunami qui nous enveloppe, et qui nous broie complètement. Donc c'est un travail effectivement colossal. Voilà. Alors, en France, vous êtes quelques associations à lutter sur ce front, mais c'est un travail d'artisan. C'est un travail d'artisan. C'est exactement ça, c'est un travail d'artisan. Alors si vous voulez, on essaye de... petit à petit, je vois bien quand même que les choses un peu évoluent. La classe politique, par exemple, à chaque élection, nous allons voir les candidats, je vais les voir personnellement et je leur dis, dans les mesures politiques, économiques, sociales, morales, culturelles que je leur propose, il y a toujours une mesure sur la pornographie. Et je constate quand même qu'en 2017, il y a 3 candidats qui ont accepté de parler et de mettre dans leur programme une mesure de lutte réelle contre la pornographie. Il s'agit, c'est public, hein, donc on peut le dire, c'est Poisson, du PCD, qui a mis une mesure dans son programme. Fillon, dans son programme, avait mis une phrase, mais c'est la première fois que les Républicains mettaient quelque chose sur la pornographie. Ce n'était qu'une phrase en page 47 ou 49 du programme, mais c'était mieux que rien. Et Marine Le Pen n'avait rien mis dans son programme, mais avait fait une déclaration extrêmement claire et très volontariste sur le sujet, je crois 6 mois avant les élections. Donc, voyez-vous, on a quand même 3 têtes de partis politiques qui ont accepté de considérer qu'il y avait un problème. Peut-être qu'en 2022, il n'y aura pas 3, mais plutôt 6. Voilà. Donc, vous voyez, sur ce sujet-là, les choses évoluent. Et puis, quand on fait, par exemple, une publicité, on a fait une publicité dans quelques journaux, on a regardé le nombre de personnes qu'on avait touchées, ça se compte maintenant, quand on fait une publicité dans certains journaux, on a 1 million et demi de personnes qui peuvent regarder la publicité. Donc là, on commence à toucher du grand nombre.
Ça, bien sûr, il faut garder l'espérance. Au niveau mondial, est-ce que vous connaissez des pays qui ont entrepris une lutte? Alors oui, alors là, je vous remercie de poser cette question parce que c'est très important. La Russie a décidé d'interdire les sites pornographiques et a fait bloquer les sites pornographiques en Russie. Quand vous êtes à Moscou, vous ne pouvez pas regarder de sites pornographiques. C'est absolument remarquable comme position, d'autant plus qu'on nous dit oui mais vous ne vous rendez pas compte, techniquement c'est impossible. C'est faux, il y a des pays qui le font. Les Philippines ont bloqué les sites à caractère pédophile, mais en réalité les Philippines ont largement débordé les sites pédophiles pour en fait attaquer directement les sites pornographiques. Donc on voit bien que l'on peut techniquement bloquer. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui passeront à travers les mailles du filet, mais globalement, vous bloquez. Bon, bah c'est déjà bien, c'est déjà magnifique. Donc, alors aux États-Unis, par exemple, le sujet commence vraiment à être brûlant. Donc, il y a le Parti des Républicains commence vraiment à regarder le sujet. En Angleterre, la très libertaire Angleterre, eh bien, elle est en train de classer en maladie la pornographie, avec possibilité de se faire soigner et des soins remboursés par leur sécurité. Marqué en France aussi, hein, les addicts de certaines pratiques peuvent aller à l'hôpital. Oui, oui, mais là, ce sera reconnu, si vous voulez, comme une maladie courante. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que les addicts. Les addicts, c'est épouvantable parce que c'est une addiction. L'addiction, c'est comme la drogue et c'est comme l'alcool, hein, l'addiction à la pornographie. Donc effectivement, vous pouvez parfaitement aller à l'hôpital, mais je dis... Allô? Qui s'abîment, mais qui ne sont pas addicts, pourront se faire soigner. Ils pourront avoir des traitements, ils pourront avoir des possibilités de se faire soigner en Angleterre, hein, avec remboursement par la sécurité sociale. L'Espagne est en train de regarder le sujet dans ce genre d'action. Donc vous voyez, on voit quand même que petit à petit, les choses bougent. Sachant quand même que globalement, l'ONU, si on prend l'ONU, je pourrais parler de beaucoup d'autres organisations internationales, l'ONU est une organisation qui promeut la pornographie à haute dose. Bien sûr, avec les fameux droits sexuels. Les droits sexuels qui sont une monstruosité, qui sont... Je dirais que, voyez-vous, là on touche la bêtise la plus absolue. Et j'en renverrai au livre de Marion Sigaud sur ce sujet. Voilà. On touche la bêtise la plus absolue parce que là, nous avons des pervers notoires, des grands pervers devant l'éternel, qui utilisent des systèmes qu'un enfant de 10 ans trouverait stupides. Oui. De dire par exemple que l'enfant qui sort du ventre de sa mère a des droits sexuels immédiats, c'est tellement débile, pardonnez ma vulgarité, mais c'est tellement stupide, c'est tellement invraisemblable que donc l'ONU est composée sur ces sujets-là de gens d'une extraordinaire stupidité. Bon, c'est leur problème, hein, ils n'ont pas de neurones, c'est leur affaire si vous voulez. En revanche, ce sont de grands pervers et ça c'est notre affaire. Voilà. Bon, cher ami, on arrive bientôt à la fin de notre émission. Est-ce que vous pourriez très rapidement évoquer votre roman? Oui, bien sûr. Alors, donc, effectivement, j'ai écrit un roman il y a quelques mois qui s'appelle Les Parfums du Château. Et l'idée de ce roman, c'est un roman que j'ai mis beaucoup de temps à écrire, même si c'était un roman très court. L'idée, c'était de montrer qu'il y a des gens qui sont attachés au beau, au bien et au vrai. Et là, il s'agit d'une jeune fille assez exceptionnelle, qui est vraiment dans ce registre, et qui arrive par la beauté, par la bonté, par la vérité, à sortir de la pornographie un petit groupe d'amis qui était tombé. Voilà. Et donc, c'est une histoire très courte, qui se passe sur une durée de temps réduite, avec des scènes qui se succèdent. Et donc, je crois que c'est un roman qui touche effectivement un peu le cœur des gens, qui peuvent comprendre que voilà, la pornographie, ça n'est pas inéluctable. Et il y a de belles personnes, et notamment il y a une belle jeunesse. Voilà, en fait, c'est une ode à cette belle jeunesse, ce roman. Donc, redonnez le titre de votre roman. Oui, alors Les Parfums du Château. Alors, vous pouvez le trouver à la librairie française à Paris,
Ou alors vous allez sur le site de la librairie française et vous commandez le livre de Bio de Lochner. Voilà, et puis s'il y a rupture de stock, parce que quelquefois les libraires sont en rupture de stock, il est possible d'aller sur le site Liberté Politique, et là on le trouve. C'est votre fameuse revue. Pardon? C'est votre revue. Alors, Liberté Politique, non, c'est notre association qui lutte, si vous voulez, pour la promotion du bien commun, comme je le disais tout à l'heure. Le nom réel, c'est la Fondation de services politiques, et j'allais dire la marque, c'est Liberté Politique, qui a d'ailleurs une revue, effectivement, qui s'appelle Liberté Politique, mais qui a aussi un site qui mène beaucoup d'actions de tout azimut, si vous voulez, sur tous les sujets. Voilà. Donc ce sera certainement l'occasion d'une prochaine émission. Eh bien, très volontiers. Alors, je signale aussi, et ça c'est gratuit, donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à commander. Si vous allez sur le site de Liberté Politique, vous pouvez commander un DVD qui en 1 heure, et d'ailleurs dans le DVD il y a le fameux professeur Bergevin qui s'exprime, qui en 1 heure explique ce qu'est la pornographie et comment la combattre. Et c'est un DVD qui a beaucoup de succès, qui permet des discussions en famille. Il est parfaitement regardable, il n'y a rien de glauque là-dedans, rien. Il n'y a pas du tout de mots grossiers, il n'y a pas Non, parce que malheureusement, bien souvent, les gens bien pensants ne veulent pas avoir ce problème. Et voilà. Je vais vous donner un exemple. J'ai publié il y a 2 ans un livre sur le transhumanisme décrypté. Un projet démoniaque. Oui. Dans beaucoup de librairies catholiques, on n'a pas voulu de livre, parce que, comprenez, ça fait peur. On ne veut pas voir la vérité. Ou alors on prend éventuellement des livres bien pensants sur le sujet, mais qui ne vont pas au fond des choses. C'est ça. Ça, c'est un très bon exemple, et c'est un exemple extrêmement attristant, mon frère. Voyez-vous. Oui, parce que tout est relié. Ouais. Parce que si la révolution est un bloc, la riposte doit l'être aussi. Ben, bien sûr. La riposte doit être sans la moindre compromission. J'en parlais récemment à un évêque et je lui disais, il faut maintenant, nous sommes rentrés dans l'ère de la parole vraie, ce qu'on appelle la parole entre guillemets, pardonnez l'expression qui est horrible, mais parler cash. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut arrêter de tourner autour du pot, de faire de la soupe, ça ne marche pas. Et la soupe, non. Il faut dire la vérité, la crier, comme disait Peggy, il faut hurler la vérité. Je crois que c'est ça, il faut hurler la vérité. Mais écoutez, sur ces belles paroles de Peggy, on va se quitter. Très bien mon frère, merci infiniment pour cette belle émission. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir mon frère, au revoir chers auditeurs.